Tu crois être une bonne personne. Tu crois posséder une boussole morale solide, inébranlable. Tu te dis que si tu avais été gardien à Auschwitz, tu aurais été celui qui faisait passer du pain aux prisonniers. Tu te dis que si tu avais été sur la place du village pendant une chasse aux sorcières, tu aurais été celui qui criait pour que la raison l'emporte. Tu mens, tu n'es pas bon. Tu n'as simplement jamais été mis à l'épreuve. Tu n'as jamais été poussé jusqu'au point où ta morale devient un handicap et où ta cruauté devient un mécanisme de survie. Tu es bon parce que l'électricité fonctionne, parce que la police répond au téléphone, parce que ton ventre est plein. Mais enlève le confort, supprime les lois. Donne-toi un masque, un uniforme et la permission de faire du mal. Et tu serais terrifié par le monstre qui te regarderait dans le miroir. Aujourd'hui, nous allons disséquer la vérité la plus inconfortable de la nature humaine. Nous allons ouvrir la porte du sous-sol de ton esprit. L'effet Lucifer. Ce n'est pas une théorie sur eux. Les psychopathes, les criminels, les anomalies. C'est un diagnostic de toi. La plupart des gens traversent la vie endormis. Ils croient que le mal est un type de personne spécifique, un défaut génétique, une mauvaise graine. Ils divisent le monde en noir et blanc, en héros et en méchants. C'est une fantaisie enfantine, et elle est dangereuse, parce que la personne la plus capable de commettre un grand mal n'est pas le psychopathe. C'est l'homme ordinaire qui croit en être incapable, parce qu'il ne le voit jamais venir. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais l'actualité, l'histoire, ni même tes voisins de la même manière. Nous allons démonter l'illusion de ton caractère. Nous allons exposer les déclencheurs psychologiques précis, capables de transformer un père aimant en tortionnaire en moins de 72 heures. Et je vais te montrer le mécanisme exact, l'interrupteur psychologique qui permet cette transformation. Mais surtout, je vais t'apprendre comment le désactiver. Car tant que tu ne comprends pas l'obscurité que tu portes en toi, tu n'es pas une bonne personne. Tu es simplement inoffensif. Et la différence est immense. Reste avec moi, car ce que nous allons aborder n'est pas seulement de la psychologie, c'est un exorcisme des mensonges qu'on t'a racontés sur toi-même. Commençons par l'erreur fondamentale que tout le monde commet, l'erreur fondamentale d'attribution. C'est le biais psychologique qui t'aveugle. Quand nous voyons quelqu'un commettre une atrocité, un soldat qui commet un crime de guerre, un pillard qui brise une vitrine, un harceleur qui tourmente un enfant, nous blâmons sa personnalité. Nous disons « c'est une mauvaise personne, c'est une pomme pourrie ». Cela nous rassure, cela crée un mur entre nous, les vertueux, et eux, les déviants. Mais Philippe Zimbardo, l'architecte de l'expérience de Stanford, a détruit cette illusion. Il a posé une question terrifiante. Que se passe-t-il quand on met de bonnes pommes dans un mauvais tonneau ? Est-ce que la pomme guérit le tonneau ? Non. Le tonneau pourrit la pomme. En 1971, Zimbardo a pris des étudiants normaux, en bonne santé, intelligents. Aucun passé criminel, aucun trouble psychologique, des garçons ordinaires, bien sous tout rapport. Il a tiré à pile ou face. Pile, tu es gardien. Face, tu es prisonnier. Il les a enfermés dans un sous-sol, il a donné des uniformes et des lunettes aux gardiens. Il a remplacé les noms des prisonniers par des numéros. L'expérience devait durer 2 semaines. Elle a été arrêtée au bout de 6 jours. Pourquoi ? Parce que les bons garçons avaient disparu. À leur place, il y avait des sadiques, des gardiens qui forçaient les prisonniers à nettoyer des toilettes à main nue, qui les déshabillaient, qui leur mettaient des sacs sur la tête. Et les prisonniers, ils ne se sont pas rebellés. Ils se sont brisés. Ils sont devenus des zombies. Il a fallu moins d'1 semaine pour effacer toute une vie d'éducation morale. Réfléchis à ça. Des décennies de parents disant « Sois gentil, partage, ne fais pas de mal aux autres ». Disparus, évaporés, écrasés par un uniforme et une situation. La leçon terrifiante de l'effet Lucifer, c'est que le caractère n'est pas un roc, c'est un liquide. Il prend la forme du récipient dans lequel on le verse. Si le récipient est une église, tu agis comme un saint. Si le récipient est une zone de guerre, tu agis comme un démon. Tu te dis peut-être « Pas moi, j'ai un esprit fort ». Vraiment ? Ou as-tu simplement passé toute ta vie dans des environnements sûrs ? Tu n'as jamais eu faim. Tu n'as jamais été privé de sommeil. On ne t'a jamais dit, par une autorité, que faire du mal était nécessaire pour le bien commun. Tant que tu n'as pas tenu bon dans ce feu, tu ne sais pas qui tu es. Tu sais seulement qui tu es dans le confort. C'est la première étape vers le véritable pouvoir. Admettre que tu es capable de tout. Alexandre Solzhenitsyn, survivant du goulag soviétique, a écrit la phrase la plus profonde du XXe siècle. La ligne qui sépare le bien du mal ne passe ni entre les États, ni entre les classes, ni entre les partis politiques. Elle traverse le cœur de chaque être humain. Elle traverse le tien. Et si tu ne surveilles pas cette ligne, elle se déplace. Alors comment ça arrive ? Comment transforme-t-on un être humain en monstre ? Il ne faut ni magie,
ni lavage de cerveau. Il faut 3 ingrédients. L'anonymat, la déshumanisation, l'autorité. Commençons par l'anonymat. Dans l'expérience de Stanford, les gardiens portaient des lunettes réfléchissantes. Pourquoi? Parce que le contact visuel est le pont de l'empathie. Quand je ne peux pas voir tes yeux, et que tu ne peux pas voir les miens, ce pont s'effondre. Je ne suis plus une personne. Je deviens une force. Tu n'es plus une personne. Tu deviens un objet. Internet est la plus grande expérience de Stanford jamais réalisée dans l'histoire humaine. Pourquoi les gens écrivent-ils en ligne des choses qu'ils n'oseraient jamais dire autour d'une table? Parce que l'écran est une paire de lunettes réfléchissantes. L'avatar est un masque. Oscar Wilde disait « L'homme est le moins lui-même quand il parle en son nom. Donnez-lui un masque et il dira la vérité. » Le masque ne cache pas le monstre, il le libère. Quand tu te sens anonyme, ta responsabilité se dissout, tu entres dans un état appelé la désindividuation. Tu n'es plus Jean ou Sarah, tu es le parti, le mouvement, le groupe. Et les groupes n'ont pas de conscience. Seuls les individus en ont une. Quand tu abandonnes ton individualité à la foule, tu abandonnes ta morale à la meute. Ensuite vient la déshumanisation. C'est le piratage mental qui permet de tuer sans culpabilité. Tu ne peux pas faire du mal à un être humain. Ça va contre ta biologie. Nous sommes programmés pour l'empathie. Alors avant de leur faire du mal, tu dois changer ce qu'ils sont dans ton esprit. Les participants transpiraient. Ils tremblaient. Ils ne voulaient pas continuer, mais derrière eux se tenait un homme en blouse blanche. Il ne pointait pas une arme, il ne menaçait pas. Il disait simplement « Veuillez continuer. L'expérience exige que vous continuiez. » Et 65% des gens sont allés jusqu'à 450 volts. Une dose potentiellement mortelle. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, nous sommes entraînés à obéir à l'homme en uniforme, à l'enseignant, au policier, au patron. Nous externalisons notre conscience. Nous nous disons « Je ne suis pas responsable. Je ne fais que suivre les ordres. Je fais juste mon travail. » Cette phrase « je fais juste mon travail » a rempli plus de cimetières que n'importe quelle maladie de l'histoire. C'est le mantra du mal passif. Le bureaucrate qui signe un document qui affame un village. L'ingénieur qui ignore un défaut de sécurité pour faire économiser de l'argent à l'entreprise. Ils ne sont pas mauvais, ils sont obéissants. Et dans un mauvais système, l'obéissance est un péché mortel. On ne se réveille pas un matin en décidant d'être mauvais. Ce n'est jamais un saut dans le vide. C'est une pente glissante. Ça se fait par étapes. L'effet Lucifer est une séduction. Tout commence par un pied dans la porte. Imagine que tu sois au travail. Ton supérieur te demande de faire quelque chose de légèrement contraire à l'éthique. Juste un petit mensonge dans un rapport. Tu ressens un malaise. Mais tu rationalises, ce n'est pas grave. Tout le monde le fait, j'ai besoin de ce travail. Alors tu le fais. Tu viens de franchir une ligne et à partir du moment où tu l'as franchie, tu dois te justifier à toi-même pour protéger ton ego. C'est la dissonance cognitive. Ton cerveau ne supporte pas la contradiction entre « je suis quelqu'un de bien » et « j'ai fait quelque chose de mal ». Alors, il réécrit l'histoire. Ce n'était pas mal. C'était nécessaire. C'était même la bonne chose à faire. Et maintenant, ta norme a changé. La demande suivante est un peu pire, mais tu as déjà dit oui à la première. Dire non maintenant reviendrait à admettre que tu avais tort avant. Alors tu dis oui, encore, compromis après compromis, pas après pas. Tu descends dans l'abîme. Et à chaque étape, tu te dis que tu es toujours une bonne personne. C'est ainsi que fonctionne la corruption. C'est ainsi que commencent les affaires interdites. C'est ainsi que naissent les atrocités. Le gardien n'a pas commencé par frapper les prisonniers. Il a commencé par leur parler rudement. Puis, il a poussé. Puis, frappé. Puis, torturé. Le mal est un processus. C'est l'accumulation de petits silences. Les moments où tu n'as rien dit. Les moments où tu as détourné le regard. Les moments où tu as choisi le confort plutôt que la vérité. Edmund Burke disait « Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. » Mais c'est pire que ça. Quand tu ne fais rien, tu n'es pas un simple spectateur. Maintenant, nous devons aller plus profondément, au-delà de la psychologie sociale, jusque dans les abysses de l'âme. Carl Jung, le psychiatre suisse, connaissait l'effet Lucifer bien avant que Zimbardo ne lui donne un nom. Il l'appelait l'ombre. Nous avons tous une persona, le masque que nous montrons au monde. Le visage poli, civilisé, souriant. Mais derrière ce masque se cache l'ombre. Tout ce que tu refuses de reconnaître en toi, ton agressivité, ta luxure, ton envie, ta capacité à la violence. Tu enfouis tout cela dans l'obscurité. Tu fais comme si ça n'existait pas. Tu crois qu'en niant cette part de toi, tu la détruis. Tu te trompes. En la niant, tu la nourris. Tu lui donnes une autonomie. L'ombre grandit dans le noir. Elle pourrit, et parce que tu refuses de la regarder, tu ne la reconnais pas quand elle prend le contrôle. C'est pour cela que les personnes les plus gentilles sont souvent les plus dangereuses quand elles craquent. Elles n'ont aucune relation avec leur propre agressivité, aucun contrôle sur elles. Jordan Peterson a dit une phrase devenue célèbre : «
Tu devrais être un monstre, puis il a ajouté « et ensuite, tu devrais apprendre à le contrôler ». Voilà le paradoxe de la bonté. Un lapin n'est pas vertueux parce qu'il ne mange pas le loup. Il est inoffensif. Il n'a pas le choix, la vertu exige le choix. La vertu, c'est être un monstre, avoir les griffes, avoir les dents, avoir la capacité de destruction totale et choisir de les garder rangées. Ça, c'est la force. Ça, c'est la morale. Si tu es bon uniquement parce que tu es faible, tu n'es pas bon. Tu attends simplement qu'un homme puissant te donne une arme. Et le jour où tu obtiendras ce pouvoir, ton ombre refoulée explosera. On le voit chez l'homme faible qui obtient une promotion et devient un tyran. On le voit chez le voisin silencieux qui rejoint une foule et incendie un bâtiment. Ils n'étaient pas pacifiques. Ils étaient simplement impuissants. Pour échapper à l'effet Lucifer, tu dois faire le travail terrifiant de l'intégration de l'ombre. Tu dois te regarder dans le miroir et voir le gardien nazi. Tu dois admettre, je pourrais faire ça. Une part de moi en est capable. C'est une admission horrible. Ça te retourne l'estomac. Parfait. Cette nausée est ton mécanisme de sécurité. Une fois que tu vois clairement ta capacité au mal, tu peux la surveiller. Tu peux la reconnaître quand elle se manifeste. Ah, voilà mon ombre. Voilà mon désir de lui faire du mal parce qu'il m'a humilié. Je le vois, je le reconnais et je choisis de ne pas agir. C'est cela que Jung appelait la totalité. Tu ne peux pas être sain si tu n'es pas entier. Et tu ne peux pas être entier si tu nies la moitié de ton existence. Alors, est-ce sans espoir? Sommes-nous tous des bombes à retardement, attendant le bon déclencheur pour devenir des monstres? Non. Zimbardo n'a pas étudié uniquement le mal, il a aussi étudié l'héroïsme. Il a découvert que, tout comme il existe une pente vers le mal, il existe un chemin vers l'héroïsme. Mais ce chemin exige une manière de penser différente. Il exige ce qu'il appelle l'imagination héroïque. La plupart des gens pensent que les héros sont spéciaux, des élus, des êtres exceptionnels. C'est un autre mensonge qui te maintient passif. Si les héros sont spéciaux, alors tu n'as pas à en être un. Tu es normal. Mais les vrais héros ne sont pas spéciaux. Ce sont des gens ordinaires qui, dans une fraction de seconde, ont choisi d'agir quand tous les autres se figeaient. Ce sont les marginaux, les déviants. Pour résister à l'effet Lucifer, tu dois accepter d'être un déviant social. Tu dois accepter d'être celui qui met mal à l'aise, celui qui ruine l'ambiance en disant la vérité, celui qui refuse de rire à la blague cruelle, celui qui dit non quand le groupe dit oui. C'est extrêmement difficile. Nous sommes programmés pour appartenir à un groupe. L'évolution nous a appris qu'être rejeté de la tribu équivalait à mourir. C'est pourquoi le rejet social fait si mal. Quand tu te dresses contre le groupe, ton corps panique, le stress monte, la sueur apparaît. Mais tu dois apprendre à dépasser cet instinct. Tu dois t'entraîner à l'héroïsme comme tu t'entraînes pour un sport. Tu n'attends pas l'immeuble en feu pour découvrir si tu es courageux. Tu t'entraînes dans les petits moments. L'héroïsme quotidien. Quand tu entends des ragots, est-ce que tu participes ou est-ce que tu coupes la conversation? Quand tu vois quelqu'un se faire humilier en ligne, est-ce que tu fais défiler ou est-ce que tu interviens? Quand tu fais une erreur, est-ce que tu la caches ou est-ce que tu l'assumes immédiatement? Ce sont les répétitions. Tu construis le muscle de la non-conformité. Tu t'habitues à l'inconfort d'être seul et tu dois comprendre un concept crucial. La pause, l'effet Lucifer dépend de la vitesse. Il dépend de la réaction automatique. Le système te presse. Fais-le maintenant. Signe ici. Dépêche-toi. Le mal prospère dans l'urgence. Le héros, lui, s'arrête. Il prend du recul, il active sa réflexion, il se demande « Qu'est-ce qui se passe réellement ici ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que cela correspond à la personne que je prétends être ?» Ces 3 secondes de pause font la différence entre un crime et un acte moral, entre un regret éternel et une vie intègre. Tu dois devenir conscient de la situation dans laquelle tu te trouves. Reconnais le contenant dans lequel tu es plongé. Demande-toi, est-ce que je porte un masque ? Est-ce que je suis anonyme? Est-ce que j'obéis aveuglément à une autorité? Est-ce que je suis en train de déshumaniser la personne en face de moi? Si la réponse est oui, alors tu es dans la zone de danger. Et tu dois soit sortir de ce système, soit le briser. Il existe un revers à ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Elle utilisait cette expression pour décrire à quel point les auteurs des pires atrocités pouvaient être ordinaires, efficaces, presque ennuyeux. Mais il existe aussi la banalité de l'héroïsme. L'héroïsme ne ressemble pas à un film. Il n'est pas spectaculaire. Il est maladroit. Il est solitaire. Il attire les ennuis. Quand tu refuses de te conformer, les gens ne t'applaudissent pas. Ils te détestent. Pourquoi ? Parce que ton intégrité agit comme un miroir de leur propre compromission. Quand tu te lèves, tu les fais paraître lâches pour être resté assis. Alors, ils t'attaquent. Ils te traitent de moralisateur, de compliqué, de fou. Ils essaient de t'exclure. C'est le prix à payer.
Tu dois décider si tu es prêt à le payer. La majorité des gens préfèrent être aimés plutôt que justes. Ils préfèrent être en sécurité dans le troupeau plutôt que libres dans la solitude. Mais toi, si tu écoutes ceci, tu n'es pas comme la majorité. Tu es ici parce que tu sens que le troupeau se dirige vers un précipice. Tu es ici parce que tu veux maîtriser ton esprit. La défense ultime contre l'effet Lucifer, c'est de te définir toi-même, de connaître tes valeurs avec une telle clarté qu'aucune situation ne puisse les écraser. Si tu ne sais pas ce que tu défends, tu tomberas pour n'importe quoi. Tu as besoin d'un code. Pas d'une vague idée d'être gentil, un code rigide, inébranlable, je ne mens pas, je ne fais pas de mal aux innocents. Je n'obéis pas aux ordres injustes. Écris-le, mémorise-le, grave-le dans ton esprit, parce que quand la pression arrivera, et elle arrivera, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu n'auras que ton code, regarde l'histoire, les personnes qui ont caché des Juifs dans l'Allemagne nazie, celles qui ont protégé des Tutsis au Rwanda. Elles n'étaient pas plus riches, elles n'étaient pas plus instruites. Elles avaient simplement une ligne qu'elles refusaient de franchir. Elles disaient « Voilà qui je suis, et je ne sacrifierai pas mon âme pour ton système ». Elles ont préservé leur humanité en enfer, et grâce à elles, nous savons que c'est possible. Tu as ce potentiel, mais tu as aussi le potentiel d'être le gardien, le tortionnaire, le spectateur passif. Ne l'oublie jamais, tiens ces deux vérités en même temps, je suis un monstre et je suis un héros. La bataille entre les deux se déroule chaque jour, dans chaque message, dans chaque interaction, dans chaque décision. Elle ne se déroule pas sur un champ de bataille, elle se déroule dans le silence de ton propre esprit. Alors pourquoi les gens bien deviennent-ils mauvais? Parce qu'ils ignorent qu'ils en sont capables. Parce qu'ils avancent en somnambule dans un champ de mine. Parce qu'ils font plus confiance au système qu'à leur propre conscience. Mais maintenant, tu es éveillé. Tu possèdes le savoir que Zimbardo a découvert dans ce sous-sol. Tu as la carte du champ de mine. Tu sais que l'uniforme est un mensonge. Tu sais que l'autorité peut se tromper. Tu sais que l'ombre attend. Ce savoir est un fardeau. Il signifie que tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Si tu agis avec cruauté maintenant, c'est un choix. Si tu suis la foule maintenant, c'est un choix. Mais c'est aussi une libération. Parce que cela signifie que tu n'es plus une marionnette de ton environnement. Tu es l'architecte de ton caractère. La prochaine fois que tu sentiras l'attraction du groupe, la prochaine fois que tu sentiras la séduction du pouvoir, la prochaine fois que la colère montera contre un ennemi, souviens-toi du sous-sol, souviens-toi du masque, souviens-toi que la ligne entre le bien et le mal passe à l'intérieur de toi, et garde-la sous surveillance.